Nous sommes ravis de vous retrouver pour la table ronde que nous avons intitulée « Rester acteur de sa vie ». Et pour l'introduire, nous souhaitions diffuser un extrait d'un film documentaire en cours de production consacré à Anne-Lise Chabert, chorégraphier sa vie. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore le plaisir de la connaître, je vous la présente en quelques mots. Anne-Lise est ici, devant moi. Elle est chargée de recherche au CNRS dans un laboratoire de l'ENS de Lyon. Elle a une maladie appelée ataxie de Friedreich depuis l'âge de 10 ans. Elle en a 43 à ce jour. Elle a écrit 3 ouvrages de factures assez différentes les uns des autres. Dixit, ce que vous m'avez envoyé, Anne-Lise. Le premier est plus académique, quoique. Le second mêle l'expérience vécue et réflexion. Le troisième est un dialogue sur nos paroles empêchées. Mais tous les trois prennent naissance dans ce même amour de l'écriture et de la pensée. Je vous propose qu'on découvre ensemble le quotidien d'Anne-Lise Chabert. On regarde. Je suis étudiante en psycho. Je suis tombée sur l'annonce d'Anne-Lise et on s'est assez vite entendu. Moi, j'ai énormément appris à écouter. Quand je dis que je suis auxiliaire de vie, il y en a beaucoup qui me disent « Oh là là, c'est un métier ingrat, c'est un métier ingrat ». Le mieux, il est ici en fait, il est avec vous. C'est une des plus belles expériences que j'ai jamais pu faire. Et en fait, j'ai un boulot qui est génial. Enfin, c'est un bonheur et c'est un vrai plaisir de venir ici parce qu'on vit plein de choses. Et le fait d'être en même temps dans son quotidien et en même temps en l'aidant dans son travail, on apprend énormément. C'est un vrai ballet, c'est le lac des cygnes, quoi. Vraiment, elle chapeaute tout, c'est une vraie chorégraphe. C'est vraiment ça, on réapprend à marcher quand on travaille avec elle. On sait marcher tout seul, mais avec elle, on réapprend à marcher parce qu'on marche à deux. Et c'est là où justement on se met à danser. Là, on est en train de travailler sur le troisième ouvrage que Anne-Lise est en train d'écrire avec une collègue. Nous, on est plus en peaufinage, en relecture de certains passages, corriger toutes les fautes d'orthographe, vraiment s'attarder sur chaque phrase, comment elles sont tournées, comment est-ce qu'elle peut être dite de la meilleure façon. Enfin, c'est Anne-Lise qui fait tout ce travail et moi, juste, j'écris, hein. Je suis les mains, elle est le cerveau. C'est mieux une mine dans les énergies. Je mets le mot Citation de Jean-Dominique Bauby. Juste pouvoir parler de philosophie avec une personne qui est philosophe, c'est intéressant, surtout quand elle prend tant de plaisir à le partager. Moi, mon professeur de philosophie en terminale, il n'était pas excellent. Et pouvoir échanger avec Anne-Lise qui prend tant de plaisir à partager et à expliquer, c'est vraiment enrichissant. Et ce que je voulais surtout, c'est devenir actrice de ma vie. On en parlait en fait. Ça devait être quelque chose. En fait, c'est moi qui aimais les gouverner de mon existence. Après, il fallait que je trouve comment me débrouiller pour naviguer, mais c'est ça l'idée. On apprend énormément, autant sur l'humain, autant que dans toutes les ressources littéraires qu'elle peut nous faire lire, nous on apprend autant, quoi. Et le fait que ce soit elle qui chapeaute tout et qu'on ait des groupes où on est tous ensemble, on partage quelque chose de vraiment singulier, ensemble, et du coup on a des liens un peu comme une grande famille, une espèce d'institution soudée. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel dans ce travail. Qu'est-ce qui tient à Anne-Lise dans l'affaire? Parce qu'elle est quand même bien responsable de l'affaire. Je dirais que c'est toute la gestion. La gestion humaine, la gestion de la paperasse, l'organisation des déplacements, des sorties, jusqu'à l'organisation des gestes routiniers, de la douche, du lever, du coucher, des repas. En fait, elle ouvre plein de fenêtres dans sa tête et au fur et à mesure, elle les referme, au fur et à mesure que les tâches de la journée s'accomplissent. Et moi, c'est un peu l'image que j'ai quand je la vois travailler.
En fait, ça fuse de partout, elle travaille hyper vite. Vous êtes impressionnée? Ouais. En fait, vous m'avez fait croire que vous étiez chercheuse au CNRS. En réalité, vous êtes chorégraphe. C'est extraordinaire. Annelise Chabert est avec nous aujourd'hui. Vous l'avez vu, alors je vais me faire son porte-voix car elle a souhaité apporter son regard sur notre thème de réflexion du jour. Quelle liberté quand décline l'autonomie? Ma maladie neurodégénérative m'accompagne depuis mes 10 ans, et évolue sur tous les plans moteurs du corps humain. Elle s'est tout d'abord attaquée à la locomotion, puis à l'écriture manuelle, d'une manière générale à la précision du geste pour les membres supérieurs, et ce n'est que récemment, il y a environ une quinzaine d'années, que l'élocution a commencé elle aussi à se dégrader progressivement, ce qui n'ajoutait pas simplement aux difficultés du moment, mais les décuplait en réalité, même si c'est sans doute la partie a priori la plus invisible de mon handicap. Et pourtant, même engoncé dans toutes ces contraintes qui se sont accumulées au fil du temps, cette liberté qui m'était indispensable pour continuer et avancer dans mes projets, je l'ai fait croître à tel point que, paradoxalement, je n'ai peut-être jamais été plus libre que maintenant. Car l'autonomie ne peut pas vraiment décliner. L'autonomie, c'est la capacité à gérer ses dépendances. L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on fait seul, au contraire, il y a des binômes quasi intouchables, comme si la réunion de ces deux singularités, dans toute leur fragilité respective, devenait, contre toute attente, une force à toute épreuve. Je rebondis sur la question qui concerne la loi sur la fin de vie qui va encore être débattue une dernière fois à la fin du mois de juin. J'y suis impliqué personnellement avant même la création de l'association Les Éligibles, à laquelle j'adhère et qui porte ce combat avec une vigueur complètement inattendue et d'une force inouïe venant de personnes souvent malades, la plupart déjà lourdement handicapées. Tout dépend de l'entourage qui vous soutient plus ou moins dans vos accomplissements. L'envie de vivre et d'habiter au mieux le temps qui nous est donné ne dépend pas en première instance des capacités physiques ou cognitives dont vous êtes capable, mais la première condition, c'est la qualité de l'accompagnement qui gravite autour de la personne vulnérable. Sans cet accompagnement, alors oui, ma vie, par exemple, pourrait rapidement devenir un enfer, et je souhaiterais y mettre fin dans les plus brefs délais. Mais si vous trouvez l'accompagnement bienveillant qui vous aide à vivre ces moments terribles de dégradation, auxquels vous êtes confronté du simple fait que vous êtes vivant, et pas spécifiquement malade, c'est un problème qui touche la condition humaine tout entière, alors je ne vois plus pourquoi on ne pourrait pas être heureux quand vos capacités semblent décliner. Je vous remercie pour votre attention. Merci Annelise Chabert. Je suis sûr que ces réflexions vont trouver un écho dans la table ronde qu'on aborde. On va découvrir nos invités. Je vous laisse rejoindre votre place. Nous avons Claire Marin. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, il y en a beaucoup aujourd'hui. Quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a plusieurs, il y a des problèmes. Vous êtes philosophe, vous aussi. Oui. J'en compte presque 3 ou 4 avec la figure tutélaire de Roger Paul. Nathalie Guillot, vous êtes animatrice à la Maison des Sacré-Cœur à Poitiers. Bonjour. Oui, bonjour. Léonore Laloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres conseillère municipale d'Arras. Emmanuel Laloux, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'association Down Up. Yann Bubien, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'Agence régionale de santé PACA. Et enfin, Jean-François Dijon, bonjour. Bonjour. Auxiliaire de vie d'un des services d'aide à domicile de Partage et Vie. Alors, m'adresser à tous, on va commencer avec vous. Claire, finalement, qu'est-ce que ça vous a inspiré, l'extrait du film d'Annelise et ces quelques réflexions justement sur l'autonomie et la liberté? Je crois que ce qui a été très bien dit, je reprendrai la phrase d'Annelise, l'autonomie comme capacité à gérer ses dépendances, tout est dit d'une certaine manière. Mais pour gérer ses dépendances, comme elle l'a aussi très bien dit, c'est la qualité de l'accompagnement et on voit bien comment on peut passer d'une vie vivable avec même des grandes satisfactions. Et on a vu les satisfactions intellectuelles ici qu'on pouvait trouver même en étant engoncé, comme Annelise l'a très bien dit. Et on peut passer d'une vie vivable avec ses satisfactions à une vie totalement invivable, insupportable. Et c'est cette bascule qui tient essentiellement au filet que l'accompagnement constitue autour de nous. Mais comme Annelise l'a aussi, elle a déjà tout dit, hein, je pense que je ne fais que répéter en moins bien, il y a quelque chose qui n'est pas spécifique
à la personne malade ou handicapée. Et c'est du simple fait que nous sommes vivants. On entend aussi d'autres échos philosophiques qu'on connaît, notamment chez Canguilhem. Il y a quelque chose de cet ordre, en fait, du milieu dans lequel on est et qui nous porte, et au contraire, qui est restreint par ses paroles, par ses actions, par la qualité des relations, qui peut restreindre le champ des possibles, le répertoire des possibles qu'on évoquait juste avant. Emmanuel, lorsqu'on a préparé cet échange, vous m'avez dit qu'une personne se comporte comme l'image qu'on a d'elle. Alors comment votre association Down Up travaille-t-elle concrètement sur ce changement de regard pour favoriser l'inclusion sociale et éviter d'enfermer la personne dans ce qu'on appelle peut-être sa déficience ou son altérité? Oui, c'est une question complexe parce qu'en fait, je vais dire que moi, ça remonte peut-être à la naissance d'Éléonore, parce qu'en fait, c'est pas que nous ayons refusé, et nous ne sommes pas rentrés non plus dans le déni du handicap, mais la façon dont on nous avait annoncé la naissance de notre fille, c'était une aberration chromosomique. Déjà, le terme aberration, c'est un impact... Vous voyez l'impact que ça peut avoir et ce qu'on collait au front. Mon épouse et moi, on a refusé totalement de voir une aberration et on a vu une personne. Et je pense que c'est à partir de là qu'on peut construire quelque chose. Parce qu'en fait, si nous en étions restés à l'étiquette qu'on lui avait collée et qu'on nous avait imposée finalement lors de la naissance d'Éléonore, je pense qu'elle ne serait pas devenue ce qu'elle est. Ce qui fait que cette pratique, en fait... on l'a amené dans les valeurs d'une association qui finalement travaille énormément sur le regard, parce que le regard porté sur la personne, il est pour moi essentiel. Dans la table ronde précédente, j'entendais justement dire que finalement, plus on en demande, plus on produit, et qu'en fait... Je pense à une phrase de Goethe qui dit « Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. » Et je pense qu'on construit et on accélère cette construction justement en félicitant, en accompagnant de manière très positive la personne, parce que moi, quel que soit le handicap, je pense que chez une personne, il y a toujours quelque chose à aller tirer de bon. Et quand on tire cette ficelle, ça permet à la personne de progresser et d'avancer dans son quotidien. Et je pense que ça doit être une règle. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on peut nous dire ou nous annoncer, ou de l'image qu'on nous impose parfois d'une personne, il faut aller chercher derrière ce qu'il y a de positif et ce qu'on peut tirer de positif pour aider la personne justement à s'épanouir et à se construire. Éléonore, vous prenez les transports en commun, vous travaillez en milieu ordinaire. C'est ça. Ça représente quoi pour vous d'avoir la liberté de gérer votre quotidien, de faire vos propres choix? En train de réfléchir, c'est pas une question facile pour moi. Comment elle s'est construite, cette liberté, cette autonomie? Je sais pas quoi dire. C'est une question difficile même pour Emmanuel, hein, vous inquiétez pas. Oui. Je vous laisse le loisir de réfléchir, on en reparle. Mais Oui. attendez, il y a quelque chose dont on souhaitait parler en préambule, Oui. vous et moi. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Je vous ai présenté, entre autres fonctions, comme conseillère municipale à Arras. Et récemment, il vous est arrivé une aventure, puisqu'on parle du regard, justement, sur les personnes en situation de handicap. Racontez-nous comment vous l'avez vécu, Éléonore. Vous avez été prise à partie, en ligne, par un influenceur. Par un youtubeur qui m'a globalement traité, même stigmatisé. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas notre 2021. Il ne s'est pas posé la question. Mais pour moi, mon mal, il est fait. Il a fait, c'est au tout début, c'est le tribunal qui est venu vers moi pour que je puisse déposer plainte. Donc il y a 2 plaintes.
moi en tant que personne et en tant qu'élu, et aussi le maire d'Arras qui a porté plainte en son nom, et aussi à la communauté urbaine. Suite, le youtubeur, il m'a envoyé un mail avec toutes ses excuses, et moi j'accepte pas ces excuses. C'était très violent, on ne va pas reproduire ici. Enfin, C'était violent et surtout avec haine. Oui. Pour avoir vécu une situation aussi difficile. Alors, Nathalie, ça va être difficile de passer après. Vous considérez dans votre travail que chaque résident a une conscience de soi selon ses propres capacités. Comment est-ce que vous adaptez votre rôle d'animatrice, je l'ai dit, vous êtes animatrice, pour que chacun, même très dépendant, puisse choisir et participer à sa manière? Alors, je vous répondrai. On prend le temps d'écouter, on prend le temps de faire connaissance, on s'adapte et puis on fait. Voilà. Par exemple, on a pour une petite habitude, très régulièrement, chaque année, on fait un petit cabaret avec les résidents, pour nous, les uns pour les autres. Il y a les dames, les résidentes qui font partie de la chorale qui chantent. Il y a le monsieur qui est calé en histoire, qui va nous faire la présentation de la bataille de Poitiers pendant la guerre de 100 ans. La prise de Poitiers. Il va y avoir la dame qui aime le théâtre, qui va faire un petit sketch de théâtre avec là en l'occurrence avec des étudiantes. Il y a aussi la dame qui fait partie de l'atelier mémoire, qui va choisir de réciter les poèmes qu'on a fait à l'atelier mémoire. Il va y avoir la dame qui perd la mémoire, qui va chanter des chansons qui lui reviennent facilement. Donc c'est l'occasion de se redécouvrir les uns les autres, de Voilà. voir les capacités des uns les autres, de se stimuler, de dire tiens, si cette personne elle le fait, elle chante, pourquoi pas moi? Oui, et puis ça va aussi faire énormément de bien aux personnes qui vivent aussi à la maison de retraite et qui ont toutes leurs capacités. J'ai souvenir d'un prêtre de la maison de retraite qui nous a dit merci après un spectacle parce que il était heureux de voir Madame Untel chanter et de la voir dans cette situation de valoriser, plutôt que d'être en train faire partie de l'aide alimentaire et d'être aidé le midi pour le repas. Mais là, c'est aussi Voilà. encore une histoire de regard qui se décentre un petit peu, Oui. dont on parlait avec Emmanuel. Ça change le regard, ça fait du lien aussi, ça aide à vivre ensemble. On aura le loisir d'y revenir. Jean-François, vous êtes auxiliaire de vie à domicile. Dans votre pratique, comment vous arrivez à solliciter, à respecter les petits choix de vie de vos bénéficiaires, même lorsque leur autonomie est fortement altérée? Ça passe par plusieurs choses. Déjà de l'écoute, de la compréhension. Et c'est surtout par des petits choix, parfois anodins, le choix des vêtements, le choix de la façon dont la toilette va être faite, le choix du repas. On essaye de vraiment... Donc c'est anodin à notre échelle, mais très loin d'être anodin à la leur. Voilà, c'est ça. Pour nous, en fait, ça paraît normal. C'est des choses qu'on fait tous les jours. Mais pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, ça reste des choses importantes et primordiales. Yann Bubien, vous êtes co-auteur d'un livre « Demain tous centenaires ». Vieillir, écrivez-vous, n'est pas seulement durer, cela doit signifier vivre pleinement, dignement, en restant acteur de son parcours. Notre perception du vieillissement, elle évolue, mais le déni persiste face à la perte d'autonomie. Pourquoi c'est si difficile d'anticiper l'adaptation de son cadre de vie à 70 ans pour préserver sa liberté d'agir à 90 ans? C'est ce que vous me disiez, il faut être suffisamment lucide pour se dire « je vais me dégrader, donc à 70 ans, il faut faire le point, il faut anticiper. » Oui, à partir de 70 ans, oui. Mais effectivement, d'abord, c'est une chance de vieillir, et surtout de vieillir en bonne santé. Surtout aujourd'hui, on voit qu'il y a de nombreux pays, on voit l'espérance de vie qui est en train de baisser. On a de la chance de vieillir en bonne santé. Mais pour vieillir en bonne santé, il faut avoir souvent été un enfant, un adulte en bonne santé également.
et puis avoir été dans des programmes de prévention, de promotion de la santé, etc., pour essayer de vieillir le plus longtemps possible en autonomie. Et souvent, parce que c'est la demande actuelle, on le sait, et tout le monde le sait, c'est le virage domiciliaire qui est là bien présent. Tout le monde a envie, tous les sondages le montrent, et ça a bien changé, en moins d'une génération, ça a changé. On a envie de rester le plus longtemps possible chez soi, à domicile. Pour rester à domicile, il faut adapter son domicile. Et aujourd'hui, on a des dispositifs qui sont possibles. On a beaucoup de services à la personne, services d'aide, on connaît ça très bien. On a de la domotique, on a de l'intelligence artificielle, on a du numérique. On est capable aujourd'hui d'utiliser tous ces outils pour rester le plus longtemps à domicile. Et puis évidemment, il y a le sujet des aidants. Les aidants, c'est venu aujourd'hui, on en parle beaucoup. On n'en parlait pas il y a 20 ans. C'était presque tabou. On était aidants quasi naturellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aidants, des aidants de plus en plus jeunes, des aidants de plus en plus âgés également. On voit que le panel a augmenté. Et c'est vrai qu'il faut penser à tout ça le plus vite possible. Aujourd'hui, on voit qu'il y a souvent un déni. C'est assez net, là aussi, à un moment donné, à adapter son logement notamment. On va vouloir rester à domicile, mais on n'a pas adapté son logement à temps ou bien pas avoir déménagé à temps pour pouvoir rester si on n'a pas d'ascenseur, si on a des escaliers, si on a des choses comme ça. La salle de bain, la cuisine sont des sujets qu'on étudie, qui sont très travaillés. Aujourd'hui, il y a des living labs qui marchent extrêmement bien. Il y a des outils numériques et IA qui sont extrêmement utiles. Mais tout ça, ça se fait avec tout le monde dans un cadre coordonné. Parce que le problème aujourd'hui de la longévité, c'est qu'on a beaucoup de possibilités. On a la chance en France d'avoir un système de santé médico-social qui est extrêmement complet, mais extrêmement complexe. Et on se perd souvent dans ces complexités parce que passer de l'un à l'autre, passer du domicile à l'EHPAD, à la résidence senior, à l'accueil de jour, on voit au CRT, on voit qu'on a un panel qui est extrêmement important. Attention, alerte acronyme. On avait dit pas d'acronyme. Centre de ressources territoriales. Voilà, pas d'acronyme parce que là aussi, alors là, on se perd dans tous les acronymes. Moi-même, je m'y perds. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que pour une personne âgée, une personne en situation de handicap, on se perd dans tous ces interstices qui existent, alors même que les solutions existent, elles sont là, elles sont présentes. Aujourd'hui, on a beaucoup de dispositifs de coordination et ça, c'est une très bonne chose parce que ce qui compte, c'est de ne plus penser en termes d'établissement, mais de penser en termes de parcours de soins, de parcours médico-social, de parcours de santé. Vraiment, on a besoin de réfléchir de cette manière-là. Et pour réfléchir de cette manière-là, il faut comprendre et connaître l'ensemble de ce qui nous est offert. On va y revenir. Claire, vous avez beaucoup étudié l'impact de la maladie sur l'autonomie psychique. Comment le regard de la société aggrave-t-il la vulnérabilité des personnes touchées, par exemple par des handicaps invisibles? On parle de l'endométriose. C'est des sujets que vous avez étudiés. Alors, il y a une espèce de paradoxe, je crois, dans cette question du handicap invisible qui tient au fait que, encore aujourd'hui, il me semble qu'il est plus facile de vivre malgré tout avec un handicap invisible, mais ça met le sujet atteint dans une situation de performance attendue qui peut rajouter une souffrance. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais globalement, la société n'est pas encore tout à fait prête à accueillir correctement les personnes qui peuvent être ralenties ou, dont le rythme peut être légèrement décalé par rapport à ceux avec qui ils travaillent. C'est une des marques du handicap de rendre les choses plus difficiles à faire et souvent de produire un rythme un peu plus lent. Globalement, il y a des injonctions à la performance sociétale. Et donc cette double difficulté, être dans une forme de souffrance psychique ou physique et redoubler d'efforts pour la dissimuler, d'une certaine manière, c'est un travail supplémentaire qui est exigé de ceux qui ont ce genre de handicap. Il y a quelque chose d'assez important dans le fait de les identifier et les faire connaître. On voit que c'est des problématiques qui
sont apparus ces dernières années. Vous avez évoqué l'endométriose il y a 15 ans. Je pense que, alors peut-être pas dans cette salle, mais dans une autre assemblée avec autant de personnes, le terme pouvait très bien ne quasiment rien évoquer. On sait que les médecins sont plus ou moins formés à cette pathologie, qu'ils la connaissent plus ou moins, que c'était très restreint au domaine gynécologique. Donc il y a un travail à faire, à la fois dans le corps médical, au niveau des enseignements, dans la société en général, mais aussi, et c'est une autre partie de la société que je représente indirectement, auprès des enseignants, qui sont parfois déstabilisés face à des requêtes d'élèves ou d'étudiants qui veulent faire reconnaître les difficultés qui sont les leurs et qui ne sont pas... Mais non, mais ça va très bien, tu vas visibles. très bien. Pourquoi tu me demandes un plan d'accueil personnalisé? Tout va bien, en apparence. Alors, ça peut prendre des formes moins directes. Je suis caricatural. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est difficile de comprendre et d'imaginer ce que peut être le handicap d'une personne qui, en apparence, effectivement, n'a pas l'air d'en avoir. Donc, il y a un travail de pédagogie à faire auprès des différentes couches de la société et de communication. Et on le voit que souvent, c'est les malades eux-mêmes qui font ce travail le mieux. Mais c'est aussi un travail épuisant d'avoir à chaque fois à expliquer ce qui nous ralentit ou ce qui nous pose problème. Emmanuel, lorsqu'on a échangé, vous m'avez alerté sur le danger de faire à la place de la personne. C'est aussi quelque chose qui est un petit peu récurrent dans notre thème aujourd'hui. En quoi la compassion peut-elle devenir, selon vous, le pire ennemi de l'autonomie? C'est volontairement une phrase choc. Oui, on va parler de compassion, on dit stop à la compassion. Ah ben oui, tout à fait. Oui, Attention, il y a des philosophes. J'ai vu l'importance en fait et le dégât que pouvait faire la compréhension. Quand il s'est agi pour nous d'ouvrir la première résidence inclusive, on va dire, c'était un habitat partagé entre des personnes âgées, des personnes avec trisomie 21 à l'époque. Ils étaient 12 dans une résidence de 75 appartements. Et puis il y avait 35 appartements pour des personnes âgées et le reste pour des familles. Et puis on s'est rapidement, tout se passait très bien, mais finalement j'ai remarqué très, très vite que les personnes âgées tutoyaient systématiquement les personnes avec trisomie 21. Et puis mon pauvre, mais le pauvre, et j'entendais que ça. Alors que finalement, c'était des personnes qui, le matin, partaient au travail, comme tout à chacun. Ce regard faisait que dans cet ensemble, qui normalement devait transpirer, je vais dire, au contraire, la bienveillance, parce que pour moi, la compassion, ça culpabilise, et ça collait encore davantage cette étiquette dont je parlais tout à l'heure sur la personne, quoi. Mais comme d'habitude, ça part pas d'une mauvaise intention. Ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est un rappel. Ça fait du dégât, quoi. Ça vous renvoie à chaque fois ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, ça vous renvoie votre différence, quoi. Et dans ce que j'entends là depuis tout à l'heure, moi, je me dis depuis quelque temps quand même, on parle de handicap, quoi. Mais j'aimerais bien qu'un jour on ne parle plus de handicap. En fait, on est tous des personnes à besoins spécifiques à un moment donné. Et je souhaiterais vraiment que finalement on puisse abandonner cette loi du handicap, parce qu'elle fait deux mondes, le monde des handicapés, le monde des autres, et que finalement les choses qui ont été travaillées, prévues pour les personnes en situation de handicap avec certains besoins, on les met dans le droit commun. Et il n'y a qu'un seul droit pour tous, et on est tous dans le même bateau. Je pense qu'en France, on cultive ces silos, en fait. On aime trop les... stigmatisé, clairement. Donc en fait, ce terme handicap, moi, me met vraiment mal à l'aise. Enfin, de là à aimer, ça nous arrange finalement de mettre les gens dans des cases plutôt que... Moi, ça m'arrange pas, non. Oui, non, mais il y a un aspect système. Alors justement, Éléonore, on parlait du regard des autres on peut se sentir limité par le regard des autres. Est-ce que vous avez déjà dû finalement lutter contre des personnes qui voulaient faire les choses à votre place, qui voulaient vous imposer leur propre rythme? Est-ce que ça vous est arrivé? À l'époque de l'école, au lycée et au collège, j'ai eu aussi des moqueries et
et des maltraitances. Et parfois des chewing-gums dans les cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient rien de la trisomie 21. Oui, mais comment vous faisiez à l'époque? Vous allez expliquer à chaque fois dire mais non, tu te trompes, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est usant. Moi, j'avais pas quoi faire. Donc vous étiez dans la voie classique au collège. Il fallait sans cesse réexpliquer. Oui. J'imagine que ça vous arrive encore aujourd'hui. Vous avez quel âge, Léonard? J'ai 40 ans. Est-ce que vous trouvez que ça a évolué entre le collège et maintenant, que la perception de la trisomie 21, les gens savent davantage ce que c'est? Depuis que j'ai écrit mon livre qui s'intitule Trésor et alors, donc j'en suis très fière. Mon regard, il a changé. Suite, quand on m'a dit que quand mon maire d'Arras, il est venu me chercher pour que je sois sur sa liste électorale, mon regard, il a changé encore plus. Donc, depuis que je suis conseillère municipale, pour moi, c'est ma plus grande fierté. Alors en revanche, le fait que vous ayez choisi d'être au service des contraventions ne vous a pas fait que Non. des amis. Tu maries. Mais par contre, je célèbre des mariages. Très bien. Et parfois des Pax. Nathalie, justement, face à des résidents qui arrivent parfois découragés par la réputation des maisons de retraite, comment la dynamique du faire ensemble et l'effet de groupe permettent-ils de remobiliser? Alors, on fait ensemble, comme vous dites. On fait ensemble. Et vous êtes sympa parce que tout à l'heure je lui ai posé la question, elle m'a dit mais la réponse est dans la question. Là, elle est adorable parce qu'elle me dit donc se faire ensemble. On fait ensemble, on fait avec le résident, on fait avec la famille, on fait avec les collègues, on fait aussi avec les autres résidents. À la maison de retraite, on a mis en place un CVS, un conseil de vie sociale. Alerte acronyme. On n'est pas passé loin. Nathalie, bien joué. Et alors, il se réunit que 3 fois par an. Et dans ce conseil de vie sociale, on a 2 résidentes qui sont représentants des résidents et qui sont très impliquées et qui m'aident à aller aussi à la rencontre des nouvelles personnes ou bien de celles qui sont plus en retrait. Et justement, qu'est-ce que vous avez retenu de l'écho de ce qui s'est dit sur le plaisir de ne pas agir, enfin, ou les processus qui étaient à l'œuvre? J'imagine que ça. Oui. Eh ben, j'ai entendu, je suis d'accord, et je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais oui, et on le retrouve aussi, et c'est délicat. Là, notre action, aussi bien des soignants que moi, voilà, c'est délicat. Donc c'est avec la famille aussi. C'est une ligne de crête, quoi. Oui, Trop poussé, ben on va braquer. C'est un pas équilibre. assez Voilà, ouais. C'est un équilibre, et en même temps, moi, ce que je fais beaucoup, enfin, je suis connue, reconnue, et puis ça va être un travail, ça va être du long terme, je pense. Enfin, je vois ça comme ça. Ça va être le soutien des autres résidents. C'est un tout comme ça. C'est un équilibre. Jean-François, Emmanuel disait que le danger de faire à la place, la compassion, alors, il y a un écho en tant que conseillère de vie à domicile. Pareil, c'est encore un équilibre à trouver pour assister les bénéficiaires sans basculer dans la surprotection. Vous m'avez dit que c'était compliqué au début. Tout à fait. Parfois, c'est compliqué dans le sens où, en tant qu'auxiliaire, on est là, enfin, on veut rendre service, on aime rendre service, on aime faire plaisir. Moi, j'ai fait mes études en restauration, donc c'était le service. Et parfois, je vois que c'est compliqué pour certains résidents parce que nous, on a ce besoin en fait d'aider l'autre, et parfois, malheureusement, en fait, on se rend pas compte qu'on fait à sa place. Et je le vois. Enfin, j'ai un exemple en tête d'un monsieur dont je m'occupe. Je le vois en fait. Enfin, tous les soirs, il prend son apéritif. Et au début, j'ouvrais sa bouteille, je lui servais, j'ouvrais son paquet de chips, je lui mettais dans l'assiette. Et je voyais dans ses yeux qu'il y avait quelque chose qui me disait, mais en fait, je sais le faire. Donc, et un jour, je lui ai posé la question et il m'a dit, bah oui, en fait, je sais le faire, donc t'occupe. Et puis, je vais me servir moi-même. Donc,
de ce jour-là, en fait, j'ai appris à remettre en question mes mouvements avant qu'ils viennent et avant que je fasse pour l'autre. Ouais, la suranticipation. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est un équilibre où vous allez plus sur des choses qui sont un peu plus techniques, où vous savez de toute façon que... Alors, à force de connaître en fait, les bénéficiaires avec lesquels je travaille, je sais quelle chose je peux me permettre d'engager et quelle chose ça sert à rien parce qu'il sait ou elle sait le faire. Donc c'est à force en fait d'être avec la personne, de travailler avec elle et non pas pour elle. Yann, tout à l'heure, vous évoquiez le virage domiciliaire, vous disiez qu'il s'accélérait avec des séjours en EHPAD qui se réduisent. Mais est-ce que le modèle du maintien à domicile, c'est économiquement tenable, vu qu'on sait qu'il y a des problématiques de diminution du nombre d'aidants familiaux? Il y a encore une équation complexe à résoudre. Vous avez 1 minute. Merci. C'est un exercice. Bah oui, mais non, là, il n'y a pas 1 minute, vous avez le temps de répondre. Là, la France, on vit un basculement démographique qui est massif, rapide, irréversible et qui reconfigure notre pacte social, très clairement. Aujourd'hui, la France dépense 12% de son PIB dans la santé. On est le 3e pays au monde après les États-Unis où le système santé est vraiment pas le meilleur du monde. Et puis on est dans un peloton de tête avec l'Allemagne, la Suisse, etc. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Penser qu'on va pouvoir dépenser encore plus, il y a un sujet de soutenabilité, d'autant que on voit bien, et l'actualité nous le montre, il y a d'autres secteurs qui ont besoin eux aussi de financement. Et par ailleurs, on connaît une crise financière que tout le monde voit actuellement. Et donc, merci Yann Bubien. Pardon. Vous avez bien cassé les papates. Mais... Voilà. Ouais. Alors, j'ai plus, j'en étais. Mais donc, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Il va falloir penser autrement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il va falloir penser autrement notre façon de voir les choses, à la fois sur le sanitaire, le médico-social, sur le vieillissement de la population, comme sur tous ces sujets-là. Il va falloir y repenser très sérieusement, revoir la prévention, la promotion de la santé, mieux vivre, bien vieillir. Non, mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est un périmètre qui se restreint, ça veut dire qu'on va devoir faire des choix. Concrètement, il va falloir faire des choix en faisant les meilleurs choix possibles. Déjà, il faut faire des choix, mais ça, on en fait tout le temps. Tout le monde fait des choix. Des arbitrages. Les arbitrages, aujourd'hui, ils peuvent se faire sur là où on fait de la non-pertinence, du gaspillage. Tout le monde connaît ça aussi en matière de santé. Aujourd'hui, il existe des imageries inutiles, il existe des examens inutiles. Il va falloir travailler sur ces sujets-là, sur la pertinence des soins, sur une certaine sobriété. On sait aussi, et tout le monde connaît ça dans sa pharmacie, quand on l'ouvre, on a combien de boîtes périmées dans sa pharmacie? Tout le monde connaît ça, même les plus jeunes d'entre vous. Et plus on est âgé, plus on connaît ce sujet-là. Vraiment, il y a un travail de fond à faire tous ensemble avec une meilleure coordination parce que moi, j'ai envie que ça se fasse bien et qu'on vieillisse tous ensemble mieux que c'est possible. Mais il y a une question de soutenabilité financière, d'organisation, de coordination des parcours et de revoir effectivement notre façon de travailler tous ensemble. Alors on parlait des aidants familiaux, Claire Marin. Vous, quand on a préparé cet échange, vous évoquiez la solitude des aidants, même au sein de grandes fratries où un seul enfant finit en général par s'occuper des parents et s'épuiser. Comment est-ce que nos structures familiales pourraient s'organiser différemment pour mutualiser cet accompagnement? Ou est-ce qu'on a un problème de fond parce qu'on n'est ni l'Espagne, ni l'Italie, ni le Portugal et qu'on est tous devenus super égoïstes? Je ne sais pas si on est tous devenus super égoïstes, mais en tout cas, nos manières de vivre, qui souvent dispersent les familles sur un territoire assez large, produisent cet effet, avec effectivement l'un des enfants, quand il y a une fratrie qui, d'une certaine manière, se sacrifie pour prendre en charge le soin du parent vieillissant ou de l'enfant malade avec des besoins particuliers. Donc il y a quelque chose comme une espèce de spécialisation qui s'opère. Et je ne vois pas bien effectivement comment on pourrait transformer cette espèce de répartition à l'intérieur de la famille. Il y a quelque chose qui a aussi à voir avec l'histoire de la famille et la manière dont elle s'est construite. Donc c'est aussi très singulier. Est-ce qu'il y a des questions de genre aussi? Il y a clairement des biais de genre. Évidemment, les femmes sont
beaucoup plus aidantes que ne le sont les hommes. Il y a toute une éducation qui a du mal à être déconstruite, qui valorise chez la petite fille les gestes de soins, là où ils seront moins valorisés chez le garçon. Emmanuel, je voudrais revenir avec vous sur l'action que mène Down Up. Vous n'êtes pas dans la promotion des milieux protégés. On a compris que le droit commun s'impose. Vous privilégiez le logement, justement, classique. Finalement, cet habitat ordinaire, pourquoi c'est une condition essentielle pour éviter l'isolement ? Je pense qu'en fait, c'est la façon dont on peut créer un écosystème. Il n'y a pas que l'habitat pour moi, il n'y a pas que le logement. Mais habitat, il faut croiser toutes les... Il faut croiser, oui, parce qu'habiter, c'est s'inscrire dans son quartier. C'est donc participer à une vie sociale et citoyenne. Donc, ce qu'on essaye de faire à Down Up aujourd'hui, c'est on a dans Arras un quartier qu'on pourrait appeler un quartier inclusif, je vais dire, où de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité habitent. Mais on a fait en sorte que finalement, il y ait une offre de logements qui permettent un parcours pour chacun. Ça peut aller de l'appartement apprenant jusqu'à la colocation en maison, jusqu'au logement dans le diffus, avec des bailleurs sociaux. L'important, c'est que dans cet univers, on y a posé un lieu ressource pour les personnes. Et quand j'entendais parler d'accompagnement et de posture d'accompagnement, l'important, c'est que finalement, ces gens qui habitent puissent avoir un lieu où aller quand elles en ont besoin, solliciter finalement l'aide à domicile, le SAMSA, tout ce qui peut être aidant, la personne aussi qui peut vous accompagner, vous préparer à l'emploi, vous accompagner en entreprise, en fait. Et ce qui fait qu'on a créé comme ça une espèce de mayonnaise qui prend dans le territoire et qui donne sens finalement pour des personnes qui vivent en autonomie. On va jusqu'à l'accompagnement des parents, parce qu'en fait, pour moi, toute cette démarche de l'autonomie qui doit aller vers l'autodétermination, elle doit permettre le laisser-être. Ce qui fait que pour laisser être, ça veut dire qu'il faut travailler avec les familles impérativement, pour que les familles sachent se retirer, fassent confiance aux professionnels qui vont prendre le relais, parce qu'en fait, moi, en tant que père, la vraie question, c'est l'après-parent, quoi. En fait, il y a quelques années, quand Éléonore est née, elle ne devait pas nous survivre, en fait. Aujourd'hui, c'est pas le cas, en fait. Et donc, il y a toute cette préparation, et qui doit passer aussi par une acculturation de la famille vers le professionnel. C'est-à-dire que si on ne veut pas qu'il y ait une rupture de parcours, si on ne veut pas qu'il y ait de choc émotionnel lors du décès d'un parent, il faut que finalement les professionnels qui sont dans cet environnement, qui sont là en cas de besoin pour les personnes, puissent finalement continuer comme aurait fait le père ou la mère, quoi, en fait. Et c'est tout ce travail finalement qui est une approche sociétale, hein, dans un quartier, qui fait qu'on réussit aujourd'hui finalement avec des personnes qui... on arrive à sortir des personnes des actes alors qu'elles ont été qualifiées d'incapables, et aujourd'hui elles vont au travail. Elles ont leur habitat. À partir de là, tout ça, c'est des leviers qui font que je suis citoyen à part entière, en fait. J'ai une vraie reconnaissance sociale, quoi. Je travaille, j'habite, je fais partie du comité de quartier. Comment on peut faire pour passer à l'échelle ? Parce que là, vous décrivez ce que vous finalement... Vous faites sur votre territoire depuis des décennies, avec vos pèlerins. Oui, c'est effectivement... Comment on passe à l'échelle ? C'est difficile. C'est très compliqué. C'est toute la question qui va même se poser la semaine prochaine à la CNH. On va témoigner à la CNH la semaine prochaine pour présenter ce dispositif un petit peu particulier. Pour moi, il ne peut pas être essaimé parce qu'il a une réalité de terrain. Il est ancré. Par contre, on peut essayer de modéliser, parce que ça appelle finalement un système composite, à la fois de financeurs, d'acteurs. On sort du médico-social, on va chercher
l'emploi, on va chercher la solidarité, on va chercher l'habitat. Et à partir de ça, c'est comment réussir à faire peut-être sous forme de conventions pluriannuelles avec des acteurs différents, porter un dispositif d'accompagnement comme ça de droit commun. Éléonore, est-ce que vous avez... Je vous coupe, parce que tout à l'heure, on a entendu parler de coûts aussi. Mais aujourd'hui, moi, les études que l'on a faites, une personne qui fait son parcours en milieu ordinaire, elle aura coûté à 60 ans, je le fais très, très raccourci, 1 million. Si la même personne fait son parcours, en passant de l'IME jusqu'à par les AT, enfin le foyer, elle en aura coûté 4. Donc, et c'est des chiffres qui sortent de l'IGAS, de la Cour des comptes. Je vais les présenter à la CNSA. Beaucoup d'acronymes encore, mais oui, c'est donc impactant. moi je vais dire, il y a 1 à 4. Il y a sans doute des solutions. Il y a sans doute des solutions qui pourraient aller quand même dans l'économie, quoi. Je pense que c'est. Éléonore, est-ce que vous avez eu du mal à convaincre votre papa que vous étiez capable de vivre seul dans votre logement de façon autonome? Mais je suis capable déjà pour vous dire que mon père il nous a dit à propos de Naples. Avant, c'était une ancienne clinique Brunskour. C'est là que j'ai été né. C'est là que j'ai commencé à travailler et c'est maintenant où je vis. Pour moi, c'est une vraie histoire de famille. Ensuite, je vais au travail tout seul jusqu'à l'arrêt du bus. À pied, j'ai 10 minutes à pied pour aller à l'arrêt du bus. Après, j'ai 10 minutes de route pour aller au travail. J'y vais tout seul en toute autonomie. Je gère mes activités, mes rendez-vous. Je gère mes courriers. Je check mes mails tout seul. Je travaille tout seul à l'ordinateur. Donc, le matin, je travaille à l'hôpital privé. L'après-midi, je me consacre à mon rôle de conseillère municipale. J'arrive à gérer les deux. Ce n'est pas chose facile, mais moi j'y arrive. Ça, vous dites ça parce qu'il y a d'autres conseillers municipaux qui n'y arrivent pas trop. Donc, s'il y a des mails à transférer, voilà. Je les transfère à mes collègues qui sont à la mairie, parfois à mon père qui gère tous mes déplacements. Il gère bien ou il est pas Oui. bien organisé? Oui, il est bien organisé. Après, j'ai aussi ma mère qui arrive faire des synthèses, qui corrige. En gros, elle gère tout ce qui est secrétariat. J'ai même un compte Facebook, j'ai ma page Wikipédia. Pas mal. Vous savez que vous pouvez remplacer votre maman par l'IA bientôt, hein? Par la synthèse. Et j'ai même un petit copain. Oh. Vous avez visiblement le sens de la punchline. Nathalie, dans votre établissement, vous mélangez délibérément les résidents du PASA, c'est ça? Acronyme. L'accueil de jour et les autres résidents. Alors, vous dites que c'est assez fondamental, ce refus du cloisonnement. Il faut que ça brasse, il faut que ça évite la stigmatisation. On rappelle ce que c'est que PASA. Alors, le PASA, c'est un pôle d'activité de soins adaptés. Effectivement, toute l'équipe, pour nous,
pour nous et pour les résidents, c'est normal de rester tous ensemble. Sauf parce qu'il y a des que ça degrés fait sens. divers de... Oui, Oui, enfin, mais ça a du sens parce que, enfin, à mes yeux, parce que les gens qui vont au PASA, donc au pôle d'activité et de soins adaptés, sont aussi des gens qui sont résidents de la maison de retraite, qui parfois, qui souvent déjeunent avec tous les autres résidents, et ceux de l'accueil de jour, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, mais qui sont de Poitiers et qui connaissent des gens de la maison de retraite. Donc en fait, après c'est pareil, c'est un équilibre. Ils ont des repas hebdomadaires partagés. Tout le monde se réunit pour toutes les festivités, pour tous les temps forts, pour toutes les fêtes. Ce brassage, il génère quoi? Vous sentez qu'il y a des stimulations, il y a de l'intérêt? Alors il y a du lien entre les résidents, et aussi c'est aussi important pour mes collègues qui sont sur ces pôles, sur le pôle du PASA et sur l'accueil de jour, pour pas être isolées elles non plus en fait. Et par exemple, les résidents de la maison de retraite ont planté beaucoup de fleurs dans nos jardins avec les étudiants de Sciences Po, mais on n'a pas forcément le temps d'aller arroser régulièrement, alors que les gens de l'accueil de jour font tous les jours quasiment des balades dans le parc, et eux prennent la relève et arrosent. Enfin, voilà, on partage. Qu'il fallait 5 étudiants de Sciences Po pour un résident pour arroser. Un qui explique. Ça va. N'importe quoi. C'est une blague interne. C'est une private joke, vous inquiétez pas. Et pour nous, c'est la maison de retraite, c'est un lieu de vie, et puis c'est comme ça. Voilà. Jean-François, vous accompagnez des personnes à domicile. Parfois, justement, on parle de créer du lien, créer des relations de grande complicité avec un monsieur qu'on va appeler Monsieur W. Justement, comment votre présence favorise-t-elle le maintien de la vie sociale, cette liberté de sortir, cette liberté d'aimer? J'ai plutôt envie de vous raconter ma rencontre avec lui, si ça vous dérange pas. Ah ben on fait ça. Ça vient au sujet, mais on a eu un début en fait assez lent mais simple. Je pense que cette capacité à aimer et à continuer à faire des choix, ça passe aussi par les intervenants qui viennent chez lui, que ce soit les infirmiers, les auxiliaires. Donc on a eu un début assez lent mais simple, et du jour au lendemain, on a eu cette petite étincelle en fait. C'est pas de l'amitié, c'est pas de l'amour non plus, mais enfin voilà, c'est quelque chose entre les deux. C'est ce rapprochement en fait qu'on a quand on prend soin au final l'un de l'autre, parce que je prends soin de lui, voilà, à la hauteur de ce que je peux faire, mais il prend aussi soin de moi au niveau du moral, parce que c'est une belle personne, et j'écoute ses souvenirs avec beaucoup de fascination en fait. Il m'a raconté toute sa vie d'avant, tout ça, et j'écoute avec une grande attention ses voyages, ses métiers passés. Et je pense que le fait qu'on ait cette discussion tout au long, là ça fait 2 ans, je pense que ça l'engage à continuer à faire des choix et à continuer à rêver à des choses futures. Vous vous nourrissez mutuellement en fait. Vous cultivez et lui, voilà, ça le stimule. C'est ça. Il replonge dans son passé, mais ça lui donne de l'entrain. Exactement. Et moi, comment on garde la bonne distance, Jean-François? Parce que c'est compliqué parfois. On aimerait bien que ce soit un membre de notre famille, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Et c'est une relation malgré tout de travail, mais on travaille avec des personnes, pas avec des machines ou pas avec des outils. Et parfois, c'est compliqué de se placer, mais on arrive toujours à trouver le bon ajustement en faisant, enfin voilà, avec de l'écoute, avec de la passion du métier aussi, la passion de ce qu'on fait. Yann, en amont de cette table, on avait échangé, vous m'avez parlé de structure hybride, d'habitat partagé de demain. Finalement, si on se projetait, ce type de structure qui permettront de concilier sécurité médicale et réelle liberté de vie, à quel horizon? Est-ce que c'est envisageable? On en fait déjà.
on a aujourd'hui plein de structures hybrides. Ça a beaucoup bougé aujourd'hui. Ouais. On n'est plus. Non, mais nonobstant les contraintes dont vous parliez, là, c'est quand même une. Non, mais oui, c'est bien sûr, ça bouge parce que moi d'abord, je pense qu'il faut évidemment vivre dans son monde le plus quotidien possible et je vous le disais tout à l'heure, les structures telles qu'elles existaient avant, on parlait de maisons de retraite puis d'EHPAD, aujourd'hui on a des résidences, des logements partagés, on a beaucoup de résidences hybrides qui sont en train de naître progressivement, avec des sujets là de financement également, parce que celles et ceux qui travaillent dans les structures savent aussi que quand on invente un nouveau concept, il faut aussi le financer. Et pour le financer, ça prend un peu de temps parce que, évidemment, il faut s'adapter et adapter les lois de financement de la sécurité sociale à ces nouveaux modes de vie. Mais moi, je crois qu'on voit bien qu'il y a une demande, je le disais tout à l'heure, une demande de vivre le plus longtemps à domicile, mais aussi de vivre dans des habitats partagés avec des personnes qui vous ressemblent, qui ont envie de vivre au quotidien ensemble. Mais il faut pouvoir le faire le plus intelligemment possible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un parcours, parce qu'on ne pourra peut-être pas y rester tout le temps dans cette résidence. Il faudra sans doute après évoluer. Et ça, il faut le prendre en compte aussi dans les perspectives avec la famille, avec les aidants. Parce que là, on parle de liberté, c'était le grand thème. Mais quand même, je voudrais dire ce que Madame disait tout à l'heure, c'est que les aidants, c'est eux qui permettent cette liberté. Il faut leur redonner aussi un peu de liberté à ces milliers, centaines de milliers d'aidants qui sont là au quotidien, qui sont partie de la famille, que ce soit dans le handicap ou dans le vieillissement. C'est avant tout eux qui donnent cette liberté. Donc il va falloir aussi travailler avec eux, avec tout le monde. Donc un parcours coordonné, le plus coordonné possible, où on évite les ruptures, parce que parfois il y a des ruptures, ou en tout cas des temps d'attente qui font que on va pouvoir perdre de l'autonomie très souvent dans ces périodes de rupture, et inventer les accompagnements de demain qui seront la demande de notre population, qui encore une fois vieillit depuis longtemps en bonne santé, avec des difficultés parfois, parce qu'on a des sujets financiers, évidemment, c'est à moi qu'on demande tous les sujets de finances, ce n'est pas les plus faciles, mais il y a des sujets finances, il y a des sujets organisation, il y a des sujets de statut également, il y a des sujets de nouveaux métiers. Il y a des sujets aussi de l'entourage familial des aidants, donner du répit aux aidants. On en parle beaucoup aujourd'hui et il faut le faire. Il faut pouvoir permettre à ces aidants de ne pas être aussi en rupture. Et donc, on a inventé aussi des structures aujourd'hui de répit pour les aidants, des structures d'accueil de jour également pour pouvoir accueillir les personnes âgées, par exemple. Voilà, on voit qu'on est en pleine évolution. On a une société qui évolue très vite avec un vieillissement massif de la population. Il va falloir que notre société s'adapte parce que ça va pas être à nos résidents, à nos personnes âgées, nos personnes en situation de handicap. C'est pas à eux de s'adapter, c'est à notre société de s'adapter, à nos structures de le faire, à nos institutions et aux financements qui iront avec, parce qu'il faut une soutenabilité financière si on veut être crédible. C'est un bon message. Ouais. Je vous propose qu'on fasse un dernier tour de table, peut-être sur cette notion de liberté, mais vous me parliez aussi, ce qui est intéressant avec vous, Claire, c'est les handicaps invisibles. Peut-être un dernier mot aussi, un soupçon qui pèse sur les étudiants qui sont touchés par les handicaps invisibles, qui sont parfois accusés de surjouer leurs difficultés. Il reste quand même un gros travail de communication à accomplir pour faire reconnaître ces réalités. Comment on fait Là encore, on fait comme l'endométriose, on prend 20 ans et... On espère qu'on arrive à quelque chose. Oui, on voit quand même que les campagnes autour de l'endométriose, elles ont produit des éléments de connaissance dans le grand public. Peut-être que c'est malgré tout plus facile de faire comprendre un handicap qui a un enracinement, on pourrait dire, un peu concret, un peu organique, que de rendre compréhensible ce qui peut être des troubles de la compréhension, de l'attention. Et si je puis me permettre, on pouvait penser que c'était déjà arrivé par exemple pour la trisomie 21, et on a dit en préambule avec Éléonore qu'il y a encore des agressions en ligne. Vous voyez, sur même un handicap dit visible, on est loin d'avoir atteint... Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'acceptation, quoi, donc, oui, et je pense que les mêmes problèmes se retrouvent
quel que soit le type de difficulté rencontrée par la personne. Mais peut-être que c'est plus difficile de se représenter ce qu'est une certaine manière de penser ou d'appréhender le monde, là où c'est plus facile de comprendre quelles difficultés on peut rencontrer quand on a des problèmes moteurs ou d'autres types peut-être de représentations qui sont peut-être un peu plus simples malgré tout. Est-ce que vous pensez que si l'endométriose avait touché les hommes, ça aurait été résolu en 1 an et demi? Bien sûr. Vous avez vu combien... Cette question n'appelait pas de réponse. On peut faire la comparaison entre ce qui est accordé pour les recherches sur des problèmes, par exemple, d'érection ou de calvitie. Mais c'est gravissime, Claire. On ne peut pas comparer ça avec l'endométriose. Oui, évidemment. Oui. Non, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Indépendamment de tout soupçon de féminisme exacerbé, on voit bien que là, il y a quand même des vraies différences dans les priorités données à la recherche médicale. Sur cette notion de liberté, on va terminer, donc j'ai dit ce dernier tour de table. Emmanuel, quelques mots finalement. Votre définition, votre concept, comment vous l'appréhendez, vu votre expérience, ce que vous avez fait avec Oui, bon, moi c'est... On parlait là d'handicap invisible, mais finalement le chemin de 40 ans, quand Éléonore est née, je vais presque dire que la trisomie, elle était invisible parce qu'elle était cachée. On l'a sortie finalement d'établissement, on l'a rendue visible, et elle est entrée maintenant dans la société. Je pense que ça, c'est un véritable changement. Et donc je pense qu'il faut justement, il faut rendre visible tout ce qui est invisible. Moi, c'est ça, quoi. Faut se découvrir, quoi, vraiment. Je pense que c'est à travers justement toutes ces différences qu'on va pouvoir peut-être mieux s'accepter. Mais voilà. Éléonore, votre mot de la fin à vous. Faut absolument voir mon film Un petit truc en plus. Merci pour cette recommandation. Parce que pourquoi je fais la pub sur ce film? Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a la trisomie 21. Il y a aussi les personnes qui sont... Il y a une personne qui fait partie des papotins qui est aussi autiste et franchement, il est excellent dans mon film. J'ai le seul regret de ne pas le rencontrer. Parce que franchement, dans le film, il est super. Et moi, sur le passé, avant, je me vivais mal, ma trisomie 21. Et maintenant, je le vis bien. Parce que, avec les regards qui ont changé, depuis que j'ai écrit mon livre, depuis que je suis conseillère municipale, depuis que je suis conseillère intercommunautaire, j'ai que des regards positifs. J'ai même, il y a aussi une sensibilisation avec Arras Ouest qui ont fait pour moi et franchement, je suis très ému parce que ce putain de youtubeur, il mérite d'être puni. Nathalie, elle passe par où la liberté des résidents alors, dans quelques mots? Elle passe par l'implication des collègues aussi, par une posture, par un savoir-faire, un savoir-être, une écoute. Elle passe par plein de choses comme ça. Elle passe... Et l'approche Montessori, c'est sympa aussi. Visiblement, ça marche. Voilà. Et c'est vrai que... Voilà. Pour les collègues aussi, c'est voilà, plus de formation, plus... il est où mon directeur? Les messages vont passer. Plus de collègues qui seraient formés pour être plus impliqués. Et Très bien. ça donne sens à leur métier. Voilà.
Jean-François, il y a un message aussi à faire passer. On va parler liberté, mais vous me disiez que c'était important pour le regard sur votre métier. Voilà, c'est ça. On a vu tout à l'heure dans la petite vidéo qu'on parlait d'un métier ingrat. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, aide à domicile, enfin auxiliaire de vie. Souvent, Vous avez un collègue très très attentif là. Au premier rang. Il écoute, il boit vos paroles. Voilà, souvent on nous dit, au début en tout cas, c'est voilà ma femme de ménage. Bon alors, femme de ménage c'est un très beau métier, mais on fait pas que du ménage. C'est ce que je disais précédemment. On travaille pas que avec, on travaille pas avec des objets, on travaille pas avec des machines, on travaille avec des humains. Et je pense qu'il y a vraiment un manque de valorisation de ce métier. Parce que c'est vraiment un métier qu'on fait par passion. Ceux qui ne le font pas par passion, malheureusement, ne le font pas très bien. Je pense qu'on a vraiment un manque de visibilité sur un métier qui est aussi beau que voilà, tous les métiers en fait, d'accompagnement, et même auprès des familles, les proches aidants également. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut mettre vraiment un œil sur ce beau métier et le revaloriser. Merci pour ce message, Jean-François. Le mot de la fin, Yann. J'avais pas prévu. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression que vous avez la capacité de parler quand même. C'est pas... La liberté, peut-être. Oui, rester acteur de sa vie, c'est pas un privilège. C'est un droit que les politiques publiques doivent pouvoir garantir, quel que soit son âge et sa condition. Et moi, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était peut-être pas l'objet, mais ça se construit territoire par territoire. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au local. Je pense qu'il faut travailler sur des solutions qui sont à la fois modulaires et inclusives, en local, territoire par territoire, pour chaque personne. Et c'est comme ça qu'on réussira à rester acteur de sa vie tout au long, quel que soit son âge ou les difficultés que l'on peut connaître. Et je crois vraiment qu'il faut penser global, mais agir local. Bravo, on fait une salve d'applaudissements pour nos invités. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on accueille à présent une personnalité reconnue, appréciée pour son engagement, pour ses analyses. Il sera question bien entendu de vie spirituelle et d'action. Voici Delphine Orviller, à qui je cède ma place avec plaisir. Le tout sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je ne sais plus quelle heure il est. Je vous remercie de cette invitation et merci à tous les panélistes. J'ai appris tellement de choses et c'était un moment extrêmement inspirant et émouvant. Merci à vous. Merci pour cette invitation. Il y a dans la salle des gens que je connais, des gens que j'ai eu la chance de croiser ces dernières années, parfois dans des EHPAD, dans des centres de soins, dans des congrès consacrés au deuil, consacrés à la fin de vie, bien souvent, qui est un des sujets qui me tient particulièrement à cœur. Et je suis très heureuse de vous revoir. Pour tous les autres qui peut-être ne me connaissent pas et qui se demandent éventuellement ce qu'un rabbin vient faire là. La réponse est assez simple. Je suis venue tenter de vous convaincre à nouveau, ce que j'ai déjà fait par le passé dans d'autres forums, tenter de vous convaincre que bien des gens dans cette salle, vous et moi, on fait un peu le même métier. En fait, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens dans cette salle et moi, on a au cœur de notre profession le choix d'accompagner des gens sur des chemins difficiles, parfois vers la fin de vie, parfois dans le deuil d'être proche, dans le deuil parfois aussi de la vie telle qu'il l'avait imaginée, telle qu'il l'avait rêvée. Et dans ces conditions, on tente de trouver des mots pour dire l'indicible, on tente de trouver des mots pour penser l'impensable. Voilà, on fait le même métier, ou disons qu'on fait presque
le même métier. Parce que moi, je suis amenée, dans mon métier, à raconter beaucoup plus de blagues que vous. C'est un outil extrêmement puissant de ma tradition. Peut-être vous l'utilisez, vous aussi parfois, mais en tout cas, dans ma tradition, il y a un outil très puissant, qui est l'outil des blagues, de l'humour juif, et c'est un genre de pilier de résilience pour essayer de traverser les plus grandes tragédies de l'existence, les plus grandes épreuves. Mais à part ça, il y a beaucoup de points communs entre ce que vous faites au quotidien et ce que je fais, beaucoup plus à mon sens, d'ailleurs, qu'on ne l'imagine. Alors maintenant, évidemment, je vous ai parlé de blagues juives et je vais être obligée de vous en raconter une. Sinon, vous n'allez pas me le pardonner. Je vais donc vous raconter une blague. Une blague juive qui est peut-être l'une des plus célèbres qui soit, qui est un très 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 grand classique du genre. C'est l'histoire de Moshe, qui est dans son lit de mort, sur son lit de mort, et qui s'apprête à rendre son dernier souffle. Et à ses côtés, il y a sa femme, Sarah. À un moment donné, Moshe ouvre les yeux et demande à sa femme, « Dis-moi, Sarah, est-ce que tu étais là quand les Allemands nous ont arrêtés ?» Et Sarah répond, « Oui, Moshe, j'étais là. » Alors Moshe poursuit et lui dit, « Dis-moi, Sarah, est-ce que tu étais là quand nous avons été déportés ?» Elle est drôle, ma blague. Sarah répond, « Oui, Moshe, j'étais là. » Alors Moshe continue et dit, « D'accord, mais après la guerre, est-ce que tu étais là lorsque la maison a brûlé et qu'il a fallu tout recommencer à zéro ?» Et Sarah lui dit, « Oui, Moshe, j'étais là. » Et Moshe continue et dit, « Mais Sarah, tu étais là quand on m'a annoncé ma maladie ?» ?»« Oui, Moshe, j'étais là, » dit Sarah. Et alors Moshe se lève, ouvre les yeux grands et regarde sa femme et lui dit, « Dis donc, ma chérie, je me demande si c'est pas toi qui nous fout la poisse. » Il m'arrive de raconter cette histoire à des gens qui appréhendent la fin de vie. Parfois, ça les fait rire. Pas toujours. Mais je crois que cette petite histoire dit bien la complexité de l'accompagnement. Et beaucoup d'entre vous le savent parfaitement ici, dans nos métiers. Il faut vivre presque quotidiennement avec cet accompagnement et avec la diversité nécessaire de cet accompagnement. Tout le monde n'aborde pas la tragédie, ou le vieillissement, ou la mort, ou l'annonce d'une fin de vie prochaine de la même manière. Et ça demande, évidemment, pour celui qui se tient aux côtés de cette personne, qui vit cette situation, de savoir écouter d'une manière particulière, de savoir parfois déployer des antennes pour tenter de comprendre ce qu'on attend de vous, pour tenter de comprendre quels sont les bons mots, le bon langage, parfois le bon silence, savoir quelles sont les vérités directes qu'il faut énoncer, ou au contraire, celles que peut-être on doit cacher pour être vraiment aux côtés de ceux qui cheminent là, dans une douleur particulière, et parfois vers la fin. Autre point commun entre nous, c'est peut-être l'incapacité, peut-être vous ne serez pas d'accord avec ça, mais en tout cas, me semble-t-il, l'incapacité d'expliquer à nos proches, parfois à nos intimes, ce qu'on fait vraiment dans la vie. Peut-être c'est votre cas aussi, mais en tout cas, dans ma situation, beaucoup de gens n'ont aucune idée de comment on fait pour gérer ça. Parfois, certains nous demandent timidement, ça va, c'est pas trop dur de devoir accompagner au quotidien le deuil. Voilà, toutes ces questions qu'on vous a peut-être à vous poser aussi. Et c'est pas facile de répondre à cela. Dans votre métier, comme dans le mien, il y a souvent des présupposés, des sortes de supputations sur la façon dont on gère ces situations critiques. Beaucoup de gens, par exemple, croient que quand on accompagne des situations dramatiques ou des fins de vie, d'une certaine manière, on s'habitue. Beaucoup de gens pensent qu'on devient peut-être moins sensible, plus indifférent, plus blindé. Ou alors d'autres croient que parce qu'on fréquente la mort régulièrement, elle nous ferait, par définition, beaucoup moins peur qu'à d'autres gens. Ils s'imaginent qu'on serait beaucoup moins angoissé à l'idée de notre propre disparition, un genre de même pas peur, même pas mal. Mais vous le savez, sans doute, c'est pas forcément vrai. Personnellement, je ne crois pas que côtoyer la mort m'ait appris
à moins la craindre, ou m'ait permis de m'habituer d'une quelconque manière à sa présence. Mais c'est vrai qu'à son contact, j'ai quand même appris un certain nombre de choses que je me suis efforcée de partager dans un certain nombre d'articles, dans un certain nombre de livres, et auxquels je voudrais maintenant donner un écho en votre présence. Voici donc quelques idées de ce que j'ai appris au contact de la mort et du deuil dans mon métier. La première chose, je dirais, c'est que la mort, c'est ce dont on n'arrive pas à parler. Paradoxalement, je crois, ce qui définit le mieux la mort, c'est pas le contraire de la vie. La mort, c'est le contraire du langage, parce que personne n'est vraiment foutu d'en parler bien. On a beau essayer, quand quelqu'un la rencontre, en fait, on ne peut jamais en parler avec des mots justes. Et vous en avez forcément déjà fait l'expérience. Si un jour, dans votre vie, vous êtes rentré dans une maison d'endeuillés, vous avez sans doute remarqué comme moi que dans une maison d'endeuillés se disent énormément de conneries. Les gens ont une capacité assez extraordinaire à dire des phrases « les meilleurs partent les premiers ». Il est mieux là où il est. Toutes ces phrases qui, en principe, servent à consoler, et on en a tous fait l'expérience, ne fonctionnent pas, mais pourtant on continue bien souvent à les dire, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Quand la mort surgit, la seule chose dont il faut parler, c'est pas de la mort, c'est de la vie. S'efforcer de dire encore la vie. S'efforcer de faire que la mort, en aucune circonstance, n'ait le dernier mot dans la conversation. Une autre chose que j'ai appris, c'est qu'il y a un malentendu terrible dans nos sociétés. Très souvent, on place la mort et la vie face à face, comme si leurs domaines ne pouvaient pas interagir, ne pouvaient pas se superposer. Et c'est une énorme erreur philosophique, mais c'est aussi, on le sait, une énorme erreur biologique. Il y a un très très grand biologiste que certains parmi vous connaissent peut-être, qui s'appelle Henri Atlan, qui l'a formulé de la manière suivante. Il a dit un jour, la vie, c'est l'ensemble des forces qui composent avec la mort, non pas qui s'opposent à la mort, mais qui composent avec la mort. Exemple très classique, pendant que nous parlons, mais pas seulement maintenant, tout au long de notre vie, en nous, des cellules meurent et se régénèrent. En fait, ça n'arrête pas de mourir en nous pour que nous restions en bonne santé. D'ailleurs, quand ce processus de mort cellulaire déconne, ça peut provoquer des maladies parfois mortelles. On parle parfois de pathologies, de tumeurs qui grandissent en nous par cet excès de vie ou de vitalité. Je vous invite d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, à réfléchir à ce mot bizarre de tumeur. On n'a pas pu inventer autre chose. On ne pourrait pas dire à quelqu'un qu'il développe des tu vis, non, ou des tu vivras quand même, ou des tu vivras malgré tout. Non, je ne sais pas pourquoi, on continue d'utiliser ce mot un peu problématique. Et par ailleurs, si la mort habite la vie, biologiquement et philosophiquement, c'est valable dans l'autre sens. On le sait, la vie habite la mort. Et ça, vous le savez très bien, dans tout plein de lieux. À vrai dire, on l'a entendu parfaitement ici aujourd'hui. Mais dans tout plein de lieux, notamment dans les EHPAD, on s'imagine que quand la mort est proche ou que la maladie est là, la vie s'en va, et en fait, comme si elle n'était plus nulle part. Et c'est le contraire. Parfois, au contraire, c'est dans ces lieux-là qu'elle est hyper présente, qu'elle clignote, qu'elle virevolte. Moi, j'en ai fait très souvent l'expérience. Je rends visite à quelqu'un en EHPAD, à des gens qui sont censés bientôt mourir, et je découvre parfois à quel point ils sont comme plus vivants que moi. Il y a des gens, par exemple, qui se sont tus toute leur vie, qui ont été très pudiques sur leurs sentiments, et qui, soudain, à l'approche de cette épreuve, se mettent à parler, à embrasser, à dire, qui renoncent tout à coup à la retenue pour dire leur amour à leurs proches. Parfois, les gens sont tellement vivants à l'approche de la mort qu'ils changent d'avis. Ils croyaient savoir quelque chose. Et soudain, à la proximité de la fin ou de l'épreuve, il y a des remises en question. Certains changent d'avis sur le monde. Il y a même des gens qui changent d'avis ou d'opinion politique. Je pense donc qu'il y a des politiciens à qui il faudrait urgemment annoncer un diagnostic fatal pour espérer, qui sait, qu'ils révisent un tout petit peu leur programme. Mais vous m'avez demandé aujourd'hui plus largement, et c'est les questions qui ont été évoquées, de parler de la question de la liberté et de la vie qui continue quand l'autonomie semble disparaître. Et c'est exactement en fait ce dont il est question chez beaucoup de gens que vous avez appris à accompagner, et moi de même. La vie se faufile
étonnamment, là où on ne l'attendait pas, où on ne l'attendait plus. Parfois, peut-être ça va vous sembler étrange, je constate que des gens sont incroyablement vivants quand il s'agit d'organiser leurs obsèques. Moi, ça m'arrive très souvent. J'accompagne des gens qui gagnent un étrange supplément de vie et de vitalité quand ils me parlent de ce qu'ils souhaitent, de l'organisation, de la cérémonie, qui leur donne voilà, un excédent de vie dans ces moments-là. Je sais que ça peut sembler étrange. Je me souviens par exemple d'une femme formidable que j'ai accompagnée il y a quelques années, qui s'appelait Emmanuelle Bernheim. Peut-être certains parmi vous se souviennent d'elle. C'était une extraordinaire écrivaine et scénariste. Je l'ai rencontrée à l'hôpital quelques jours avant sa mort. Et elle voulait qu'on parle ensemble de la musique qu'elle voulait pour son enterrement. Il se trouve que Emmanuelle Bernheim était fan de Sylvester Stallone et de Rocky Balboa. Et elle voulait absolument que son cercueil entre sur la musique de The Eye of the Tiger de Rocky. Comme si elle s'apprêtait à mener un combat de boxe où elle allait forcément gagner. Et je me souviens qu'on a tellement ri ce jour-là en préparant cela. Je me souviens aussi d'une autre femme dont j'ai parlé dans un de mes livres, Vivre avec nos morts, qui a réussi à bassiner toute sa famille avec l'organisation de ses obsèques. Elle avait décidé la couleur des fleurs, la durée des musiques, l'ordre des discours. Et ses enfants en ont eu tellement marre qu'ils ont décidé d'organiser la cérémonie de son vivant. Véridique. Et cette femme a pu assister à son enterrement avant de mourir, pour qu'elle arrête d'en parler. Pas plus tard que cette semaine, chers amis, j'ai eu l'honneur d'accompagner une femme qui voulait me rencontrer avant sa disparition pour me parler de ce qu'elle voulait pour son départ. Elle s'appelait Viviane, c'est quand même un nom de vie, de vivant. Elle pouvait à peine bouger dans son lit d'hôpital, mais elle avait pris soin, quand je suis venue la voir, de me faire préparer des gâteaux au miel, les gâteaux de son enfance au Caire, en l'honneur de cette conversation, comme si jusqu'au bout, elle avait décidé que la vie devait avoir un goût sucré. Et il y a tant d'histoires comme celle-là. Tout ça, c'est un message qui s'adresse à nous tous qui allons un jour mourir, mais aussi à tous ceux qui accompagnent, comme vous, au quotidien, ceux qui meurent ou ceux qui souffrent ou ceux qui font des deuils d'une manière ou d'une autre, des soignants, des cadres, des leaders religieux, des proches, des familles. Et c'est un message essentiel que celui-là est même vital à offrir, je crois, aux familles. Il faut les inviter à ne pas percevoir simplement le morbide de la situation, mais la façon dont la vie peut encore s'immiscer dans ces moments, clignoter jusqu'au bout et même au-delà. Alors c'est vrai, on n'est pas aidé par la société dans laquelle nous vivons, qui s'abrite si souvent derrière l'hypertechnicité, la technique, le médical pur, pour s'imaginer qu'on peut tenir le tragique ou la mort à distance. On le sait. Il fut un temps par le passé où les choses étaient un peu différentes, où l'on savait, par exemple, quand il y avait un deuil dans un immeuble ou quelque part, on savait qui était en deuil, qui était endeuillé, on savait peut-être mieux accompagner les passages dans des sociétés plus traditionnelles. On ne se contentait pas simplement de poser une RTT en cas de décès d'un proche. Mais nous vivons dorénavant dans des sociétés qui ont peur de vieillir, de perdre, de mourir. Certains veulent croire qu'avec la technologie, on va pouvoir arrêter de mourir, alors qu'il faudrait précisément faire l'inverse aujourd'hui, se réconcilier avec notre finitude et concevoir que ce face-à-face avec la mort qui jalonne nos vies offre des possibilités de sortir du tragique. Et j'ai bien conscience, chers amis, que d'une certaine manière, c'est vrai, ma tradition religieuse m'aide sans doute à penser un peu différemment cela, notamment grâce à l'outil que j'évoquais tout à l'heure, l'humour et ses blagues, qui sont d'une certaine manière une tentative de recette d'anti-tragique. Ce que Romain Gary appelait, Romain Gary avait l'habitude de dire que l'humour est une supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Et là, je le sais, vous vous demandez, va-t-elle encore nous raconter une blague ? Et puisque vous insistez, encore une, je l'ai déjà racontée par le passé, mais bon, certains la connaissent sans doute. C'est l'histoire d'un homme qui va trouver son rabbin et qui lui dit « Rabbi, je ne veux pas mourir, je rêve
Je rêve d'être immortel. Comment est-ce que je peux faire ? Et le rabbin lui dit, c'est très, très simple. Tu n'as qu'à te marier. Ah bon ? Répond l'homme. Mais alors, si je me marie, je vais pouvoir devenir immortel ? Et le rabbin lui dit, pas du tout, mais l'envie va te passer. Et voilà une façon de faire un pied de nez au tragique. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce que je vous propose dans les temps à venir, chacun dans votre domaine et à votre manière, c'est de penser ce qui pourrait constituer pour vous un refuge contre la tragédie. Qu'est-ce qui nous permettrait encore, même aux portes de la mort, même quand elle nous rend visite, de choisir encore la vie. Et c'est ça l'enjeu de votre profession et l'enjeu de la mienne, un enjeu de société, un enjeu philosophique, un enjeu existentiel. À défaut d'être immortel, je crois qu'il nous faut tenter de survivre. Et je dis souvent que survivre devrait s'écrire en 2 mots. Nous devons essayer de survivre, de nous assurer que la vie est toujours un petit peu plus grande que ce qu'on avait pensé, un petit peu plus grande que ce qu'on avait imaginé, un petit peu plus grande que le désespoir et la tragédie. Alors aidons-nous les uns et les autres à survivre. Waouh! Eh ben, j'invite tout de suite Dominique Coudreau, président du conseil d'administration de Partage Vie, à me rejoindre sur scène pour quelques mots de conclusion. Bonne chance. Merci. Je peux m'exprimer ? C'est à vous, Dominique. Delphine, je peux ? J'ai pensé qu'elle m'avait tendu un terrible piège en me faisant intervenir avec cette admirable intervention qui a précédé. Donc, je marque un temps d'arrêt et j'en profite pour raconter une de mes blagues d'humour juif new-yorkais. Dans le micro, Dominique. Celle que je préfère. Et vous connaissez certainement cette formule de Groucho Marx qui disait « Comment pourrais-je accepter d'être membre d'un club qui accepte des membres tels que moi ?» Et donc, je me suis toujours posé la même question à propos de la fondation dont je préside maintenant le conseil d'administration. J'ai vu la lumière, je suis rentré, ils ont insisté. Bon, si vous voulez de moi, ok. Bon. Je vais conclure maintenant, pas abuser de votre temps. Je vais commencer par des remerciements. D'abord, je remercie tous les participants de nous faire confiance et de venir écouter les intervenants que nous réunissons chaque année. C'est pour vous que ces estivales sont conçus et j'espère que vous y trouvez tout l'intérêt que j'ai également trouvé à entendre les intervenants et notamment les témoignages, et je voudrais revenir un instant là-dessus. Il n'y a rien d'aussi fort que les témoignages. Et donc, quand j'entends Éléonore s'exprimer, je suis, d'autant que je connais le papa depuis un moment, puisqu'il est membre du conseil d'administration, ça me met dans un état d'émotion formidable et un état aussi d'optimisme. Quand je vois la capacité qu'ils ont eue, je les mets tous les deux dans le même sac, comment dire, à surmonter les difficultés et à mener une vie avec des responsabilités et ainsi de suite, c'est vraiment très, très réjouissant. Dans les autres témoignages, il y en a un autre auquel j'ai été plus sensible compte tenu de mes travers personnels, c'était celui de Jean-François, qui faisait référence à la difficulté qu'il avait avec la personne qui l'aidait à lui servir ses apéritifs. Et je me suis dit, oh là là, attention, pour moi qui prends un whisky tous les soirs et ainsi de suite, dès que je vais finir par être guetté, il y en a un qui voudra me servir mon whisky et limiter ma pratique. Bon.
j'arrête et maintenant je viens à des choses un peu plus sérieuses. Donc je vous remercie les uns les autres qui êtes intervenus. J'ai remercié le public, je remercie les intervenants. Je ne reviens pas sur la qualité exceptionnelle toujours des témoignages, la force des témoignages. Et donc je voudrais terminer en parlant de trois choses, de trois sujets qui concernent plus particulièrement notre entreprise Partage et Vie, dont j'ai la chance de présider le conseil depuis maintenant 10 ans. Alors, c'est une entreprise qui, nous ne sommes certainement pas la seule de ce genre, mais elle a la confiance de ceux dont elle s'occupe. Et donc, chaque année, nous faisons des enquêtes vraiment approfondies sur que pensent les résidents qui sont chez nous. Et nous avons vraiment la satisfaction de voir qu'on nous fait très confiance. Et on sait comment ça se passe dans les EHPAD. Il y a une période difficile au début de quelques mois, parce que l'idée qu'on va poursuivre sa vie jusqu'à son terme dans un EHPAD n'est pas forcément réjouissante. Mais une fois que c'est arrivé, on s'aperçoit que les gens sont en sécurité chez nous, ont le sentiment d'être correctement traités. Et c'est vraiment un bonheur de se dire qu'avec ce public difficile, on arrive à faire notre métier. Enfin, j'allais dire, les personnes qui s'en occupent arrivent à faire leur métier correctement. Alors, je disais, c'est une entreprise qui a la confiance de ceux qu'elle accueille. C'est une entreprise qui a la confiance de son personnel. C'est une entreprise qui a aussi également, et je me réjouis de la présence, mais je ne le vois plus d'ailleurs, qui a la confiance des pouvoirs publics, parce que c'est quelque chose qui est excessivement important pour nous. Je ne le voyais plus, excuse-moi. Et voilà. Et comment dire, nous sommes des exécutants, entre guillemets, des politiques publiques, et nous avons vraiment conçu à Partager Vie notre rôle comme s'inscrivant, de façon positive, constructive dans les politiques publiques. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais eu de difficultés particulières avec les collègues, et ainsi de suite. Alors évidemment, j'ai un trou. C'est aussi une entreprise qui va bien. Oui, alors je voulais terminer là-dessus, parce que je suis à peine commencé, je suis déjà près de la fin. Il vaut mieux d'ailleurs compte tenu de l'heure. Et je voulais essayer de dire, on est dans un moment qui paraît difficile pour notre pays, dont la situation économique, enfin je ne vais pas revenir là-dessus, on ne va pas revenir sur la situation internationale. Et je trouve vraiment réjouissant de penser que nous avons réussi à conduire notre entreprise dans les voies qui font qu'elle va bien. Alors, ce n'est pas uniquement les comptes, mais c'est aussi les comptes. Alors naturellement, vous allez tomber sur vous allez malheureusement entendre mes obsessions habituelles sur ce sujet. Oui, on a une slide d'ailleurs avec le compte de résultats qui va apparaître. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que si tu n'équilibres pas tes comptes, tu ne peux pas être responsable, tu ne peux pas exiger qu'on te foute la paix et que tu conduises ta politique avec autonomie. Or, je pense que une des choses, l'intérêt d'une fondation comme la nôtre, parce que nous sommes un petit intervenant, on représente, bien sûr, on a 7000 salariés, mais ça fait 1% du total des salariés des EHPAD, et dans la nomenclature de l'INSEE, qui a le génie des nomenclatures qui ne signifient pas grand-chose, nous sommes une entreprise de taille intermédiaire. Alors ça ne veut rien dire d'ailleurs. Mais ETI pour ceux qui aiment les acronymes. Ça, absolument, mais pas d'acronyme on a dit. Et nous sommes une entreprise de taille intermédiaire. On est gros et on est petit. 7000 salariés, c'est pas mal. Et pourtant, par rapport à l'ensemble de l'univers des EHPAD, je vous le répète, 1%, pas grand-chose. Pourtant, et je crois que c'est une des choses dont nous sommes bien satisfaits, on a le sentiment qu'avec cette taille, on ne cherche pas à être plus grand. Bien que souvent, tes collègues et d'autres nous proposent de reprendre des EHPAD. Et nous résistons
non pas parce que la tâche est difficile, parce qu'avec la directrice générale que nous avons, aucune tâche n'est difficile, mais nous résistons parce que nous pensons véritablement qu'il y a une taille que nous maîtrisons, mais qu'elle est plus vite, plus loin, je veux dire, on n'y arrivera pas de la même façon. Il y a 3 ou 4 ans, dans un moment de folie, nous avons envisagé de nous marier avec la mutualité, pour les EHPAD de la mutualité. Et on se disait que ce sera bien. Eux, ils y voyaient l'agrément parce qu'ils disaient partager vice des gens, mondiens. Nous, on fait un peu marchand du côté de la mutualité, donc on va renforcer un peu notre image et bref. Le Conseil a eu la bonté de rejeter la proposition que je lui avais faite. Et effectivement, maintenant, je dois dire que je me porte bien, nous portons bien, je crois, d'avoir cette taille qui nous permet d'être à la fois un grand intervenant et, de maîtriser le métier difficile que nous faisons. Alors, je vais terminer. Et tu m'as déjà entendu plusieurs fois, parce que je termine toujours de la même façon. Saint François d'Assise. Ensemble, nous ferons de petites choses. Ensemble, nous ferons de grandes choses. Ensemble, nous ferons des choses impossibles. Merci de m'avoir écouté. Cette édition des Estivales de Partager Vie s'achève. Merci de l'avoir suivi avec nous. Vous pourrez la retrouver en replay sur la chaîne YouTube de la Fondation. Merci encore, on l'a dit, à nos intervenants pour leur implication et la richesse de leur prise de parole. Ces échanges seront publiés dans le cadre de la série de livres sur l'éthique de Partager Vie aux presses universitaires de France. Je rappelle enfin que notre librairie éphémère vous permet de prolonger la réflexion de nos invités. Vous aurez le loisir de vous procurer leurs ouvrages si ce n'est pas déjà fait et d'échanger avec certains d'entre eux. Et il est temps, à présent, selon la coutume, de se sustenter dans la joie et la bonne humeur. Merci encore à toutes et à tous. Merci. Ça s'est bien passé. C'était pas la première partie.